Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et plus particulièrement de... j'en sais rien. Ou balobadabdab. Plus sérieusement, ou pas trop, je tourne des vidéos, là j'en tourne plusieurs d'un coup comme à chaque fois, et je me suis gardé celle-là pour la fin parce que vraiment c'est quelque chose qui m'amuse. Je pense que si je pouvais faire ça, je ne ferais que ça, c'est-à-dire une FAQ, donc je vous ai envoyé un mail avec un formulaire pour poser vos questions, vous les avez posées, j'en ai une sélection ici, et je vais y répondre. Et pourquoi je ferais que ça? Parce que déjà je trouve ça super drôle, et surtout, ça me permet de répondre à des questions auxquelles j'aurais pas pensé, parce que bah, forcément, moi je fais mon contenu dans mon coin, je lis des trucs, tout ça, je vais des expos, je vous en parle, mais il y a plein de sujets auxquels je pense pas, et qui sont là-dedans. Mais bon, je pense que pour des raisons logistiques purement, avoir en permanence 50 abonnés à chaque fois que je tourne qui me posent des questions auxquelles je réponds, c'est très compliqué. Donc c'est un exercice que je fais pas très souvent, mais qui m'amuse vraiment beaucoup. Et donc, j'ai 2 pages avec les questions du jour, je vais les passer, je vais y répondre. Alors j'ai fait un pré-tri, mais j'ai pas les réponses en tête, ça va être plus ou moins de l'improvisation. Et je vais parfois abréger un petit peu vos questions, parce qu'il y en a qui ont quand même fait des romans, donc... voilà. Ah, et oui, les questions, je les ai imprimées et je vous les lis, tout simplement parce que au prompteur, les avoir comme le reste des textes d'habitude, ça fait hyper pas naturel. Donc je les ai là, on est entre nous, je lis vos questions, on a à la cool, à la bonne franquette. Donc la première question, c'est celle de Christophe, qui nous dit « Suite à la lecture de ton dernier article, donc je pense que c'est celui sur Stephen Shore, je me demandais, les règles es-tu ni pour, ni contre, bien au contraire, et accessoirement, une idée de quand pourrait sortir ton zine ?» Alors sur la partie zine, je vais t'y répondre tout de suite. Donc là, on est à peu près début septembre, quand je tourne ça, j'ai les maquettes, je les montre mais pas trop, j'ai des bouts de maquettes d'usine que je suis en train de tester, que j'ai reçu de la part du graphiste, j'ai fait un test aussi avec une marque dont je parlerai, mais bref, donc bah, le test est là, faut encore que je me décide, il y a des petites choses à fignoler, mais je sais pas quand sortira cette vidéo, et d'ici à ce qu'elle sorte, c'est possible que le zine soit déjà sorti. Mais voilà, tu verras ça sûrement trop tard, mais t'as la réponse à ta question. Et donc les règles, ni pour ni contre, bien au contraire, je pense que j'ai assez répété dans mon contenu que j'étais quand même plutôt contre, dans le sens où je trouve ça un peu débile de se dire j'apprends quelque chose pour l'oublier, je juste l'apprends pas, et que la plupart du temps, ça n'a pas vraiment de fondement logique, si ce n'est faire taper sous les tables des papiers bloqués de groupe Facebook. Donc globalement, je pense qu'on peut les zapper, et Laurent a fait une très bonne vidéo sur la règle des tiers, qui apparaîtra quelque part à un moment donné. Voilà. Donc la question suivante, c'est celle de Blandine, mais Blandine ne l'a pas posé une question, il a plus ou moins écrit un essai. Voilà. C'est très très long, et je pense que si je devais la lire en entière, la vidéo sera à peu près terminée, voilà, à la fin. Donc, pour résumer son propos, Blandine, elle a fait un premier livre, et son premier livre, elle a beaucoup travaillé dessus. Quand elle l'a reçu, elle a été très déçue, elle l'aimait plus du tout. Elle l'a mis dans un coin en disant je veux plus personne, pourvu que personne ne voit cette horreur, elle dit. Elle l'a repris plus tard, et elle l'a beaucoup aimé. Et elle est très contente, elle aime bien se plonger dedans. Et du coup, sa question c'est est-ce qu'il est courant d'avoir ces 2 ressentis diamétralement opposés? À qui elle doit faire le plus confiance? Donc la partie d'elle qui rejette le bouquin ou celle qui l'aime beaucoup. Et est-ce que dans la littérature photographique, des expériences de ce type sont rapportées? Et elle me dit merci pour ta présence qui permet de m'ouvrir à ce fabuleux monde qu'est la photographie. Merci Blandine. Alors moi ça me paraît très très courant comme truc en fait, j'ai l'impression, je pense que c'est à chaque fois comme ça, et à mon avis c'est pas lié qu'à la photo, je pense que c'est juste parce que t'as passé beaucoup de temps dessus et que ça te saoule tout simplement en fait. Alors là je vous ai montré la maquette d'usine tout à l'heure, j'y suis pas encore mais j'ai pas tardé à y arriver. Pour le bouquin d'Orlando c'était pareil, au bout d'un moment, avoir échangé 500 fois avec l'éditeur, revu 500 fois la maquette, les papiers, les trucs, les polices, les machins, t'en as marre en fait, t'as bouffé que ça te saoule. Quand je faisais de la musique, alors j'en fais toujours mais quand j'en enregistrais, ça m'est arrivé de faire des petites maquettes avec des potes, tout ça, c'est pareil en fait, au bout d'un moment, quand t'as rejoué 50 fois le même solo, tu le trouvais stylé en répète, tu le rejoues, ça te saoule, et c'est normal, je pense que tu reprends du plaisir une fois que t'as un peu passé à autre chose et que tu le revois avec un regard neuf. Donc généralement, j'avais fait plutôt confiance à ton côté clair, mais de base, c'est un mécanisme qui me semble tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs un décalage dont j'avais déjà parlé, où quand tu diffuses quelque chose, c'est souvent le moment où toi, t'as fini de bosser dessus et t'en as marre, et du coup, t'as des retours de gens quand toi t'as plus envie d'en entendre parler puisque t'en as eu ta dose quoi. Donc, ça me paraît assez normal, et je pense, alors dans la littérature j'ai pas vu des choses spécialement sur ça, mais je pense que c'est un truc humain tout simple et qu'il n'y a pas trop de questions de plus à se poser que ça. Arnaud qui pose la question, alors je sais pas si c'est Arnaud de la vidéo de l'interview qu'on a faite, peut-être. Tu le diras dans les commentaires si c'était toi. Donc Arnaud qui nous dit « As-tu eu des retours ou des réactions de personnes que tu égratines parfois, Serge Ramelli, le champion de la photo, le champion du monde de la photo, pour se plaindre, comprendre, s'expliquer, merci, bonne continuation. » Non, jamais, je pense qu'ils s'en foutent en fait, tout simplement. Moi je fais une petite blague dans mon coin, voilà, ça amuse qui s'amuse et ça saoule qui ça saoule, mais je pense que eux s'en foutent très royalement. Je pense que Serge Ramelli n'a jamais vendu autant de presets que maintenant, et on a clairement rien à taper. Il a plutôt raison, hein, c'est pas...
personnellement, j'ai rien contre lui, il y a des choses qui m'agacent dans sa façon qu'il a de promouvoir une certaine pratique, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le champion du monde de photo, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est lui qui est venu m'embêter sur un post sur Facebook, me casser les pieds. Je l'ai envoyé bouler, il a recommencé, c'est bizarre tout ça. Mais c'est plutôt lui qui est venu m'embêter, et on a eu quelques échanges de mails très cordiaux il y a quelques mois. Il s'était fait pirater son site, où il a dû le changer, je sais pas quoi, etc. Il était très triste, et on s'était écrit à cette occasion-là. C'est plutôt entente cordiale avec une grosse teinte de je m'en foutisme en général. Fabien, Lucas, on s'était vu à Rouen, Fabien, je me souviens de toi. Je souhaiterais expérimenter la chambre photographique, mais j'aimerais essayer avant de m'équiper. Est-ce qu'il existe des formations à ce sujet ou à défaut des possibilités de location de ce genre de matériel? Alors j'en fais pas de la chambre, donc je suis peut-être pas le meilleur pour t'aider. Il doit forcément y avoir des formations en ligne, il y en a pour tout sur ça. Est-ce que ça doit se louer? Potentiellement, je pense, parce que tu peux louer des caravanes en France, alors pourquoi pas des chambres photographiques. Mais je suis pas le plus fort sur ça. Par contre, sur le Discord, donc je parle tout le temps, je sais, dans la partie argentique, il y a une communauté de gens qui font déjà de la chambre, etc., et qui en discutent beaucoup, je vois ça de loin. S'il y a un endroit où tu auras la réponse à ta question, c'est peut-être là-bas. Edouard. Bonjour Edouard. Sans parler des NFT, est-ce qu'il y a des photographes très engagés dans le réchauffement climatique qui essaient du mieux qu'ils peuvent de diminuer leur empreinte carbone? Alors, j'ai pas spécialement vu de photographes qui faisaient gaffe à ça, qui en parlaient, il y en a peut-être beaucoup qui font attention mais qui en parlent pas, c'est peut-être pas un sujet encore qu'on aborde beaucoup dans le monde de la photographie. Je sais qu'il y a Johanny Lemercier, qui est pas un photographe, qui est un artiste, qui avait fait un ou plusieurs articles où il racontait comment il avait tenté de se mettre au NFT, mais la pollution avait niqué son empreinte carbone alors qu'il faisait hyper gaffe tout le temps, il racontait un peu comment il avait organisé son atelier, tout ça. J'avais vu des choses sur ça, mais c'est assez peu courant en fait. Voilà. Louis, le YouTube game français dans le domaine de la photo est-il sain? Concurrence, coup bas, bon enfant. Voilà. Comment te dire? Alors, la question elle est pas facile. Elle est pas facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, moi je consomme peu de contenu photo sur YouTube, pour une raison toute bête en fait. Pour moi, il y a la matière première, qui sont les livres, les photographes, tout ça, voilà. De cette matière première, je fais de la vulga, du contenu dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la matière première, et du coup la vulga des autres, etc., je la regarde pas, très peu, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'entendre quelqu'un parler d'un bouquin et me l'expliquer, c'est plutôt de le regarder moi-même pour potentiellement l'expliquer ensuite. C'est pas spécialement négatif, pour ceux qui font ça, c'est très bien, c'est juste ma façon de fonctionner et comment je suis intéressé, donc moi je consomme assez peu de contenu. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Je pense pas vraiment, parce que moi j'ai vraiment une branche un peu à part, le côté culture, bouquin, tout ça, il y a pas grand monde dessus, et du coup il n'y a pas vraiment de concurrence, et en fait le seul qui pourrait me faire un peu concurrence c'est Laurent, et on est vraiment très proches, et du coup on fait du contenu ensemble, etc. Donc c'est plutôt de la camaraderie, où voilà, chacun parle de ses trucs, et ça se passe plutôt très bien. Il y a quelques photographes à part ça avec qui je m'entends bien, je parlais pas mal à une époque avec Chris de Some Pictures, ce qui est plus trop le cas maintenant, parce que la vie, on s'est un peu éloigné, voilà. Mais je m'entends bien avec Paul Napo aussi, on a fait du contenu ensemble, et ça nous arrive régulièrement de discuter de photos et d'entrepreneuriat plus en général. Moi, je dirais qu'il n'y a pas trop de concurrence, je trouve ça plutôt sain du bout que j'en ai. C'est plutôt bon enfant de ceux avec qui j'ai des échanges. Après, est-ce qu'il y a des coups bas? Alors, je dirais pas vraiment. C'est pas vraiment lié à YouTube, mais un peu. C'est qu'il y a une communauté de photographes assez relous qui gravitent sur Facebook. Je donnerai pas de nom, mais vous devinerez qui c'est. Et en fait, c'est des gens qui sont issus des groupes F1.4 de Sébastien Roignon. Et souvent, pour en avoir parlé avec beaucoup d'autres youtubeurs à droite à gauche, sans être forcément très proche d'eux, tout le monde s'est un peu fait emmerder par eux à un moment donné. Par exemple, moi quand j'ai sorti ma première vidéo, qu'à l'époque j'avais genre 100 abonnés, un truc comme ça, dans les 24 heures ils sont venus commenter, gna 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 c'est nul, tout ça. C'est pas très étonnant, ça volait pas très haut, et ça se règle très très bien avec un clic droit bannir, et ça fait des années que j'en entends plus parler. Mais c'est des gens qui sont issus des groupes de Sébastien, je pense que c'est très loin de lui, et que, à mon avis, il a rien à voir là-dedans, et c'est un peu la conséquence d'un truc qu'il a fait, créer ses groupes Facebook à un moment. Moi c'est un peu la conséquence de ça, mais qui a pas vraiment de rapport avec lui. Je ne penserais pas que c'est un coup bas, mais c'est plutôt un truc relou qui traîne sur le YouTube game photo français depuis quelques temps, voilà. Ah, et du coup, si vous faites partie de ce petit groupe un peu relou là qui écume les groupes Facebook et emmerde le monde, et que vous regardez encore mes vidéos depuis toutes ces années, j'avais juste envie de vous dire que un anonyme qui m'a dit « J'aimerais connaître les lectures qui t'ont marqué, qui reprennent les grands photographes en fonction des années. » Les lectures qui m'ont marqué, c'est genre... c'est le concept de mon blog, la chaîne YouTube, de parler de ça et de partager avec vous, donc à peu près tout mon contenu, c'est les lectures qui m'ont marqué. Plus spécifiquement, des choses qui reprennent les grands photographes en fonction des années, c'est un peu compliqué, parce que je pense que c'est une question de musicien, ça. Tu vois, tu t'intéresses au blues et tu veux les albums qui ont marqué le plus le blues chaque année, par exemple. Donc là, ça marche, il y a une date de sortie, tout ça. Les photographes, c'est un peu compliqué, parce que ça a mis longtemps à être reconnu comme un art, tout ça. Il y a les dates de sortie des bouquins, des expos et tout, mais c'est un peu compliqué, enfin, tu vois, par année de dire cette année c'est hop lui qu'il faut retenir, cette année c'est lui, sachant qu'ils ont des carrières assez longues,
c'est pas hyper simple. Le bouquin que je retiens le plus et que je conseille tout le temps, c'est Tout sur la photo de Flammarion, que je mets là. Je dois le conseiller une vidéo sur 2, mais ok, tout n'est pas hyper fun à lire dedans, etc. Mais c'est un bon panorama de la photographie, mais justement chronologique, comme tu as l'air de chercher. Mais c'est pas 1969, telle photo est connue, tout ça. Morgane a écrit « Bonjour Thomas, merci pour ton engagement sur ta chaîne et merci pour cette FAQ. » De rien, Morgane. Si tu peux trouver la réponse, ce serait parfait. Ma première question concerne la vente de tirages, dans le cas où je ne possède pas de statut pro. Est-il possible de vendre des tirages sur Instagram ou sur un site perso en quantité limitée sans avoir de soucis? Si oui, quelle est la limite et comment peut se passer le règlement? Peut-on avoir des tirages numérotés sans ce statut pro? Alors, je vais commencer par te répondre à un truc très simple qui est « Je ne suis pas juriste ». Tout ce que je vais te dire reflète plus ou moins ma compréhension du truc, et je suis pas du tout expert de ces sujets. Par exemple, quand tu dis « Est-ce que c'est possible de vendre des tirages sur Instagram ou sur un site perso sans avoir de soucis ?» Oui, tu peux en vendre des milliers sans avoir de soucis. Comme tu peux ne jamais payer tes impôts, rouler à 190 et tuer quelqu'un et l'enterrer dans ton jardin sans jamais avoir de soucis. Mais des fois ça arrive. C'est le problème. Donc oui, ça peut arriver sans avoir de soucis, mais c'est pas forcément le cas le plus courant. Quelle est la limite et comment peut se passer le règlement? Alors le règlement, t'en as plein, t'as Stripe qui marche très très bien, qui est très facile pour ça, que j'aime beaucoup. Mais plus sur l'aspect est-ce que tu peux, est-ce que y a une limite? Je connais pas bien le sujet encore une fois, et pour moi il faut le statut d'artiste-auteur pour faire ça. De ce que j'avais compris, jusqu'à un certain montant, tu peux le passer sur ta feuille d'impôt comme revenu exceptionnel, tout ça, et t'as pas nécessairement besoin d'une entreprise. Je te dis peut-être une grosse connerie. Il y a Eric Delamarre qui fait des contenus très bien sur ça, qui a fait des bouquins et tout, donc c'est peut-être vers ça qu'il faudrait t'orienter. Par contre, peut-on avoir des tirages numérotés sans statut pro? Je pense que oui. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre qui est limitée à 30 exemplaires max, et qui est signée par l'auteur. Après, comment ça se passe fiscalement derrière, je pense que ça n'influe pas le fait que ce soit une œuvre d'art ou pas. Donc, tu peux faire des tirages limités à 30 exemplaires, à mon avis, il n'y a pas de souci, mais juste pour récupérer les revenus, les déclarer comme il faut, etc., et payer tout bien, je crois qu'il y a une tolérance jusqu'à un certain montant sur la feuille d'impôt, et qu'après, tu peux te démerder autrement, mais... voilà, vérifie ça sur internet. Donc on va voir juste ce que fait Eric Delamarre, je crois qu'il y a même un groupe Facebook où il partage ses conseils. Fouille un peu, tu devras trouver assez facilement. Morgane qui pose une deuxième question. As-tu des sites parlant de culture photo, exposition à découvrir, histoire de la photo, des interviews de photographes, autres que le tien bien entendu, à recommander? J'en ai un peu marre des tests matos. Je crois que j'ai pas lu de tests matos depuis 1992, à peu près. Est-ce qu'il y en a? Alors il y a l'œil de la photographie, qui est de temps en temps pas trop mal, mais le problème de l'œil de la photographie, c'est qu'il y a aussi très souvent des communiqués de presse qui sont envoyés et qui passent comme des articles. Donc, des fois c'est très chiant, des fois c'est très bien. Sinon, alors après ça dépend si c'est ta cam, parce que moi les magazines, je finis toujours par me lasser un peu, et du coup j'ai toujours un peu de mal, mais t'as 6 mois, Epic, Fisheye et Polka, selon à peu près ce que t'aimes. Je pense que Fisheye c'est le plus jeune moderne, c'est aussi le plus capable d'aller dans le bullshit photo et un peu dans les conneries, elle balance un peu tout et n'importe quoi avec un discours chelou pour faire passer. À mon avis, le plus simple, c'est de laisser un peu tomber ce qu'il y a sur internet, voilà, et tu vas à la librairie du coin, t'achètes les 4, tu les lis, et celui que tu préfères, bah tu continues à le lire. Mais Expo, Histoire de la photo, tout ça, Fisheye et Polka, ça marche bien. Mais Polka, c'est plus orienté photojournalisme quand même. Frédéric Gross qui nous dit « Bonjour Thomas, merci pour tes vidéos qui m'ont beaucoup apporté. Ma question est la suivante, pourquoi Leica est si cher? Merci. » Alors ça dépend de à qui tu poses la question. Dans la vraie vie, je suis souvent amené pour mon travail à chiffrer des projets de grande ampleur, ce qui fait que j'ai un peu des notions de production industrielle, de choses comme ça. Mon avis à moi et de ce que j'ai compris des gens qui connaissent un peu mieux la marque que moi, c'est qu'en gros, c'est lié aux coûts de production qui sont extrêmement chers, parce que c'est assemblé à la main en Allemagne. Il y a des contrôles qualité très élevés qui font que ça coûte très cher à produire. Il y a aussi le télémètre, qui est une techno qui coûte cher à produire, à régler sur les appareils, et évidemment la main-d'œuvre, parce qu'il y a très peu de main-d'œuvre qualifiée qui sait assembler des appareils photo, surtout en Allemagne, donc les employés coûtent très très cher, ce qui se répercute sur le prix. Ça c'est ma vision à moi. Si vous posez la question à Laurent, il vous dira que le télémètre, on en fait depuis 100 ans, qu'on sait faire, et que c'est surtout de la marge et de l'image de marque. Je pense que la vérité doit être quelque part entre les deux. Est-ce que c'est justifié? J'en sais rien, je possède pas de Leica. Est-ce qu'il y a d'autres appareils pour moins cher qui sont tout aussi bien? Je pense que oui. Mais après, je pense toujours qu'il n'y a pas de miracle sur la partie prod, parce que même, je crois que c'était Pixel, je sais pas quoi, la marque française qui s'était lancée là-dedans, et avait sorti un Leica-like un peu nul à 3500 balles avec des specs vraiment marrantes, quoi. Donc à mon avis, il y a quand même un coût pour fabriquer un appareil avec un télémètre qui est assez élevé. Ellie, comment éviter l'effet photo de voyage dans une série de photos prises justement en voyage? Quand on est en vacances 2 semaines dans une ville et qu'on est accompagné, on prend des photos par-ci par-là, mais sans réelle série en tête. Sauf qu'à la fin, on ne fait qu'effleurer la ville et une série sur le sujet peut facilement faire photo de vacances. Est-ce vraiment une série, ou faut-il plutôt associer ces photos à une série plus large? Alors tu peux faire des séries de photos en voyage, hein, je pense pas qu'il y ait de problème, j'ai fait mon premier livre sur ça, j'ai fait une vidéo, alors je sais pas si elle sera sortie au moment où celle-là sort ou si ce sera après, mais où je vais parler de quelques photos que j'ai fait dans les Pouilles cet été,
parce qu'il y a eu des choses intéressantes sur la façon dont je l'ai fait, mais bref. Donc je pense que oui, il n'y a pas trop de problème. Je crois que c'est dans un contenu de Richie, je sais plus si c'est sur sa chaîne YouTube, son blog, ou dans un live qu'on a fait ensemble, où il expliquait que souvent, ouais, je lui laissais de trouver un angle et de le garder du début à la fin. Alors tu peux faire d'autres photos en plus pour toi, pour le souvenir, tout ça, mais essayer de capturer un truc. Et par exemple, il racontait que quand il a été en Corée, lui, ce qu'il aimait, c'est la bouffe, et du coup, il s'est vraiment concentré sur la bouffe, les gens qui font de la bouffe dans la rue, les gens qui mangent leurs trucs dans la rue, tout ça. Et il a vraiment axé sa série sur ça, et ça permet de créer un lien au tout, et que ça fonctionne. Après, ça dépend toujours du lieu, du temps que t'as, de l'investissement que tu peux mettre, des idées que t'as, tout ça, donc c'est toujours un contexte un peu plus difficile. Mais je pense que se focaliser sur un aspect et se concentrer sur celui-là, ça peut aider à sortir justement juste de la photo touristique qui compile un peu les lieux, quoi. Je commence à avoir un point de côté à le tenir par là. Philippe. Bonjour Thomas, as-tu un projet de vidéo sur la lecture d'images, comment aborder une photo, la lire, l'observer, l'interpréter? Tu vois l'idée? Quoi? Alors, oui et non, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'avais fait la 5 minutes compo, la minute compo, un truc comme ça, où j'avais analysé une photo d'Eggleston de cette façon-là, en la replaçant dans son contexte, interprété, etc. Ça avait plutôt bien marché, alors, en termes de vues, en termes de retour, ça a été plutôt positif, vous étiez demandeur d'en faire. Juste, je sais pas pourquoi j'en ai pas refait depuis, c'était un peu relou à écrire, parce que c'est vraiment plus scolaire comme contenu et c'est moins marrant à faire. Je pense que c'est pour ça que j'en ai pas refait, et aussi parce qu'il y a une chargée d'expo, je pense que elle était, qui m'avait écrit, qui voulait participer un peu à la chaîne, qui voulait reprendre le format pour se faire la main sur YouTube. Ça a rien donné, et le temps qu'on discute de ça, tout ça, j'en ai pas trop refait. Faudrait que j'en refasse, mais voilà. Alors Florian qui nous pose la question la plus chelou de la Terre, pourquoi Jean-Christophe Béchet? Clin d'œil, vraie question. Alors peut-être qu'il faudra un verbe, Florian, si c'est une vraie question, parce que là, pourquoi Jean-Christophe Béchet pourquoi il existe? Je pense que c'est parce que ses parents ont eu un rapport sexuel 9 mois avant sa naissance, et qu'ensuite ils l'ont nourri et alimenté, ce qui fait que il est encore en vie. Ça, c'est pourquoi il existe. Pourquoi moi j'en parle? C'est parce que j'aime bien son contenu et il est de qualité. Voilà. Simplement, il y a des lectures de Jean-Christophe qui m'ont fait gagner des années. Je pense que petite philosophie pratique de la prise de vue photographique. Alors selon où vous en êtes dans votre photographie, mais si vous êtes débutant et que vous le lisez, à mon avis, vous gagnez 2 ans de pratique. C'est vraiment, je pense que c'est de cet ordre-là, sur les réflexions, sur la façon d'aborder les images, la prise de vue, tout ça. À mon avis, c'est 2 ans de gain. Donc c'est du contenu que je trouve très bien. Du coup, comme je partage des trucs que je trouve bien, j'en parle. Alors toujours Florian, dispenses-tu des cours en distanciel? Alors c'est 2 fois oui. Alors je fais ce que j'appelle des accompagnements, j'en ai fait un petit peu moins ces derniers mois parce que je suis concentré sur l'écriture des formations, mais du coup là c'est un truc que je fais où le photographe envoie son travail, je l'analyse tout ça de mon côté tranquillement, et ensuite on se cale un rendez-vous, alors en présentiel s'il est dans le coin ou sur Skype, où je lui fais un retour complet dessus, on en discute de comment l'améliorer, de ses envies, des pistes à travailler, tout ça. J'enregistre l'échange, comme ça, et vraiment la personne repart avec tout, et après elle bosse, et si elle a besoin, elle me recontacte par la suite. Donc ça je le fais, mais c'est pas vraiment un cours, c'est plus de l'accompagnement. Je fais pas de l'apprentissage, je vais pas te dire fais tel exercice, fais tel truc, c'est plus regarder ce que vous faites, où tu veux aller, et t'aider à le faire. Ça j'en fais beaucoup moins en ce moment, et j'en fais moins parce que justement, comme je disais, je fais des formations en ligne, mais il faut le temps de les écrire, enfin de les concevoir déjà, de les écrire, tourner, monter. J'en ai fait 4, la 5e, je suis dessus, là en fait, elle est censée sortir en 2022. Et après, normalement, je prends une petite pause sur la production de formation en 2023 pour me concentrer sur le contenu gratuit et refaire un peu plus d'accompagnement, parce que c'est marrant à faire. Et toujours Florian, connais-tu le réseau social Vero? Si oui, qu'en penses-tu? Alors j'en ai entendu parler, je m'en fous un peu. Alors je m'en fous un peu parce que, de ce que j'ai compris, les gens étaient pas contents qu'Instagram mette de la vidéo à la TikTok et sont partis ailleurs. Pourquoi pas? Moi je pense que la vraie force d'Instagram, c'est justement la communauté et la capacité à toucher beaucoup de monde rapidement, et d'avoir des outils marketing pour les créateurs de contenu comme moi, qui peuvent être très intéressants. Et du coup, le fait d'aller montrer mon travail sur un autre réseau social qui est plus orienté photo ou machin, moi j'ai pas vu spécialement l'intérêt, mais je sais pas si les gens qui font de l'argentique, ça les amuse d'aller là-dessus et d'être sur une communauté photo pure argentique pour être entre guillemets entre eux, faites-vous plaisir, mais j'y ai pas spécialement vu d'intérêt pour ce que moi je fais et ce que j'ai envie de faire. Puis ça fait une appli en plus à maintenir, flemme. Alors une question de Steph. Bonjour, je regarde les projets que tu analyses d'autres photographes, et j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à me fixer sur un projet. Je photographie à l'envie. Est-ce grave, docteur? Est-ce obligatoire si j'ai des velléités d'expo, par exemple? Alors, dans l'absolu, c'est pas grave, hein. Tu fais comme tu veux, et si t'es content comme ça, fais comme ça. Ça peut être quelque chose qui se corrige à la fin, donc ce que je dis souvent, c'est que soit ton idée de projet, tu décides au début, tu le fais, ton projet, soit tu fais tes images et tu fais le projet après. Tu vas trouver ce qui dedans colle ensemble, etc. pour monter le projet. Je conseille souvent la première méthode aux débutants, débutants entre guillemets, parce que c'est plus facile d'avoir un cadre et de travailler dedans que d'essayer de le trouver a posteriori. Je trouve ça plus simple comme ça. Donc tu peux essayer de faire ça,
d'essayer de retrouver ce qui marche ensemble, de former un peu une ligne directrice là-dedans et de le retrouver. C'est pas le plus simple. Par contre, est-ce que c'est obligatoire si t'as des velléités d'expo? Bah, un peu oui, en fait. Je sais pas, les gens ils vont venir à ton exposition et tu vas leur dire quoi? Voici plein d'images que j'ai prises, je les aime bien. C'est pas, tu vois, c'est pas très emballant pour les gens, quoi. Alors que si tu leur dis, voilà, c'est un travail sur tel thème, ça va de là à là, ça veut dire ça, machin comme ça. Oh, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas au cinéma et on te dit, ah, le réalisateur il a mis plein de scènes hyper stylées ensemble, il y a pas d'histoire. Tu vois, c'est un peu embêtant, je trouve. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans pour toi. Tu n'y arrives pas à te fixer sur un projet, mais tu n'y arrives peut-être pas juste encore, et sur la durée, ça va venir tranquillement, quoi. Après, faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Théo, faut-il s'y connaître en art en général, peinture, sculpture, pour la culture photographique? Si oui, par où commencer? Je pense pas vraiment. Si tu veux de la culture photo, bah faut lire des trucs sur la culture photo. Je pense juste simplement c'est cool d'être curieux, tu vois. C'est cool d'être curieux, mais pas forcément d'art en général, de plein de trucs, de one-man show, enfin... Je pense que dans toutes les œuvres, dans toutes les pratiques, tout ça, il y a des petites idées à prendre, des pistes à creuser, etc., des choses qui vont t'inspirer. Donc c'est bien d'être curieux. Après, je suis pas du tout dans le côté élitiste, comment de dire, il y a la grande culture, machin, la grande littérature classique, il faut maîtriser tout ça, tu vois, il y a un peu un côté noble culture bourgeoise qu'il faut avoir, je suis pas du tout là-dedans. Je pense juste c'est bien d'être curieux, et plus tu l'es, plus ça va t'aider. Après, si toi, tu es de la culture photo, bah lis des trucs de photo. Si t'es curieux de la peinture, bah vas-y. Si t'es pas curieux, te force pas, quoi, ça va pas te servir à grand-chose. Alors, Jérôme. Salut Thomas, personne n'ignore ton intérêt pour les photographes américains, néanmoins, au pays du soleil levant, il y a les Fukase, Araki, Moriyama, Tomatsu, etc. Je mets de côté Tsujimoto, dont tu parles régulièrement, lequel te semble incontournable afin d'acquérir une culture photo, et surtout, pourquoi? C'est un truc chelou, ça. Je parle beaucoup des photographes américains, j'aime aussi beaucoup les photographes japonais qui sont bien représentés dans les bibliothèques, et même dans la bibliographie, j'ai une partie dédiée à la photographie japonaise. C'est juste que je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que je connais moins bien la photo japonaise, et du coup, j'ose pas trop en parler. Alors que la photographie américaine, je peux peut-être, comme elle est plus présente dans l'actualité, tout ça, je me dis ok, je vois à peu près qui fait quoi, donc je peux faire du contenu dessus. Peut-être que je devrais le faire plus. Je sais que c'est assez populaire et c'est assez demandé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui reviennent de vidéos sur la photographie japonaise, que ce soit soit un épisode d'Incroyable Photographe chez Laurent, soit en parler plus souvent, donc je le sais. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas un truc qui me... que je pense à faire. Pourtant j'aime bien, c'est des sujets qui m'intéressent, j'en consomme, j'en apprécie, il y en a beaucoup d'artistes japonais que j'apprécie, mais je sais pas pourquoi, faudrait que je le fasse. Et en fait, tout simplement, ce qui me semble indispensable côté culture photo au Japon, je dirais pas que c'est des gens, je dirais que c'est Provoque. Vraiment le truc le plus iconique de la photographie japonaise, c'est Provoque, c'était un magazine qui a eu, je crois, 8 numéros seulement, mais dans lequel il y avait tous les grands noms de la photographie que tu viens de citer, et qui est vraiment emblématique de la façon dont la photographie artistique s'est développée au Japon. Je crois qu'il y a eu des facsimilés. Un facsimilé, c'est une reproduction à l'identique, mais moderne, de tous les numéros de Provoque. Je crois que ça existe. Il doit y avoir des bouquins dessus, que j'ai pas, mais il y a même eu des expos dessus. Mais ouais, si tu veux connaître le plus gros, Provoque, c'est très très bien. Philippe Borg, qui a sûrement posé la question la plus difficile de la journée. Salut Thomas. Après le travail d'editing réalisé sur une série photo, comment lier visuellement les images entre elles pour les présenter? Courbe, ligne, vue d'ensemble, matière, ligne, oblique, l'une qui attire le regard vers l'autre, vers le point focal de l'image suivant, couleur, etc., etc. Help me please, merci d'avance. Je vais t'aider, mais je bois un coup d'abord. Ta question, elle est super compliquée, parce que s'il y avait une réponse simple, je la donnerais, et tout le monde sait faire des livres photos bien ensuite. C'est ce que je veux dire. S'il y avait une recette magique, ce serait facile, et hop, tout le monde fait des bouquins, nickel, chrome du premier coup, qui s'enchaînent bien, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Là, dans ta question, ce dont tu me parles beaucoup, c'est l'aspect composition des images, les lier par la composition. C'est une grille de lecture, je pense qu'il y en a d'autres, notamment tu as la distance émotionnelle, pas la distance physique. Tu as aussi la distance émotionnelle, mais tu as la distance émotionnelle par rapport au sujet, donc tu as des images où tu es proche du sujet, tu es plus dans l'action, etc., d'autres plus loin, et peut-être tu peux les enchaîner, par exemple pour faire un livre où tu vas t'éloigner du sujet, un autre où tu vas t'en rapprocher, il y a des questions peut-être les images chaudes ou froides par exemple, tu vois, je crois que c'est... Arnaud il le fait dans son zine, où il était passé sur la chaîne, un lien quelque part, où lui ça va du froid vers le chaud, ou l'inverse, je sais plus, mais il les a liés comme ça, où chaque image, la teinte elle change un petit peu, etc. À mon avis, il faut que tu réfléchisses toi à la façon de le lier, à trouver un truc un peu original pour construire la séquence, mais il n'y a pas de recette magique, quoi. Trouve quelques critères qui font que ça marche bien, et ensuite essaye de dérouler ton truc. C'est ce qu'on appelle un chemin de fer quand tu fais un bouquin, c'est tu prends les images principales qui sont vraiment les piliers, puis tu vois comment tu glisses un peu les autres à côté. C'est un travail d'édition, c'est pas simple, j'ai une formation dessus sur le sujet, je la mets dans la description dans un coin, où il y a un chapitre sur ça. Guillaume Étuvant, quel est le livre qui manque à ta bibliothèque et dont tu sais pertinemment que tu ne pourras jamais l'acquérir? Bah il y en a pas. C'est peut-être un peu surprenant, mais en fait il y en a pas vraiment.
parce que tous les livres que j'aime bien ont été réédités, et en fait c'est pas cher les bouquins. Alors c'est pas cher, comparé au prix des tirages, tout ça. Je sais que par exemple j'aimerais bien avoir le tirage original d'Images à la sauvette de Cartier-Bresson. Il coûte, je crois qu'il coûte 2000 balles, un truc comme ça. Ok, 2000 € c'est cher, c'est très cher pour un livre, mais c'est une somme qu'on peut dépenser dans une vie pour un loisir. Je veux dire, il y a des guitares, il y en a qui coûtent 2000 €. Un appareil photo, ça coûte plus de 2000 €, donc je veux dire, c'est pas inatteignable comme somme. Et la plupart des trucs qui me font vraiment envie sont comme ça, en fait. Donc c'est pas si emmerdant que ça. Il y en a qui sont plus produits, mais qui se trouvent en occasion. Je pense aux coffrets d'Eggleston, les Chrome, le Salamos, tout ça. Les coffrets, je les ai pas. J'aimerais bien les avoir, mais après, le problème d'Eggleston, c'est que le travail photographique d'un bouquin à l'autre, il est un peu interchangeable, donc en fait, ceux que j'ai me plaisent beaucoup. Après, avoir tout, ça va pas changer ma vie. Donc, j'ai pas la quête d'un bouquin en particulier, ou si vraiment il y en avait, je prendrais un autre de l'artiste, ou un facsimilé, ou... C'est plus, j'aime bien la diversité plutôt que courir après un bouquin en particulier. Alexandre, bonjour Thomas, suite à ta vidéo sur les NFT Magnum, est-ce que tu as eu un retour de leur part? Je viens de revoir récemment qu'on n'y trouve plus de NFT ou j'ai mal cherché. En tout cas, j'ai réussi à en télécharger une bonne quarantaine avant le changement. Merci pour tes vidéos. Et ben, j'espère que ta maison est très bien décorée désormais. Je te mets le lien quelque part pour ceux qui comprennent pas la référence à la vidéo de Magnum. Non, j'ai eu aucun retour de leur part, donc Magnum sur le sujet de la pollution des NFT ne répond absolument jamais. Je vais pas m'étaler sur le sujet ici parce que c'est quelque chose dont on va reparler, ou dont j'aurais peut-être déjà reparlé au moment où cette vidéo sortira, donc je vais pas aller plus loin sur ça. Par contre, non, ils vendent encore des NFT, ça je peux te le dire. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je confirme que c'est un exercice que j'aime bien. Faudrait que j'en refasse plus souvent. Ou je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez bien regarder ça, mais en tout cas à faire c'est assez fun. C'est le côté surprise à chaque question et improvisation, j'aime bien. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Hein. Il y en aura peut-être d'autres et je fais d'autres contenus que ça. Et si vous avez toujours des questions et que vous n'avez pas trouvé les réponses, je vous invite à télécharger mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet. Ils sont peut-être dedans, ça vaut le coup de tester. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour la suite, et je vais aller faire un peu de guitare. Voilà. Salut!